Le gouvernement sud-africain a officiellement accordé le statut des réfugiés à 54 Sud-Africains afrikaans, descendants des blancs colons principalement néerlandais. Donc, au Mali, les amis, beaucoup de gens sont très furieux, beaucoup de gens sont mécontents dans les rues. Ils disent que lorsqu'Assimi Goïta a pris le pouvoir lors du coup d'État, la nation avait éclaté de joie. Voilà ce que les gens disent. Ils disent les promesses d'organiser des élections et de stabiliser la région du pays en proie aux groupes armés étaient tentantes pour une nation assiégée. Vivons-nous dans un monde juste, un monde correct? Est-ce que le fait de parler de justice veut dire nécessairement que la personne qui parle de justice est en effet juste? Nous entendons généralement ceux des pays qui sont censés être respectés parler de justice et de cohérence. Sont-ils réellement justes ou pas? On va le découvrir tout de suite. A officiellement accordé le statut des réfugiés à 54 Sud-Africains afrikaans, descendants des blancs colons principalement néerlandais. Donc, 54 Sud-Africains africains sont attendus aux États-Unis lundi le 12 mai. Jeudi, les autorités américaines tentaient d'organiser un vol charté pour emmener les Sud-Africains à l'aéroport de Dulles, près de Washington DC. Les nouveaux arrivés, évidemment, seront ensuite acheminés à leur destination finale. Donc, les Sud-Africains, parmi beaucoup qui partent déjà aux États-Unis, 54 ont été sélectionnés pour faire le premier lot qui arrive aux États-Unis le lundi. Ceci constitue le premier groupe d'Afrikaners à être accepté par les États-Unis après la signature par le président Trump d'un décret en février leur offrant une possibilité de réinstallation. En février, Trump a signé un décret autorisant spécialement aux Sud-Africains blancs d'être acceptés comme réfugiés aux États-Unis d'Amérique. Après les accusations effrénées d'Elon Musk prétendant que les Sud-Africains blancs en Afrique du Sud sont persécutés et sont victimes de génocide, et aussi leurs terres sont ravies de force, Trump immédiatement n'a pas hésité, il a sanctionné l'Afrique du Sud et en stoppant l'aide humanitaire auquel les Sud-Africains bénéficiaient. They're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Y compris l'aide de PEPFAR, c'est-à-dire ceux qui bénéficiaient des médicaments du VIH ne reçoivent plus parce qu'Elon Musk a dit les Sud-Africains sont en train de persécuter les Blancs en Afrique du Sud. Une conférence de presse a été prévue à l'arrivée du groupe à l'aéroport de Dulles, à laquelle participeraient des hauts responsables de départements d'État et de sécurité intérieure. Imaginez-vous, des réfugiés qui arrivent, mais à leur arrivée, il y a conférence de presse et il y a des hauts responsables du gouvernement qui les attendent. Quel privilège! Generally, if you've got refugee status, you can go home if the situation in your home country has changed, if the threat is gone, if the reason for you needing to flee is gone. So in this case, the reason is made up. The reason doesn't exist. The reason is a lie. So how is that going to be gone one day for them to come back? Because the majority of the population of South Africa is going to stay the majority of the population in South Africa. The government is going to stay made up of people from that majority. What? Les États-Unis ont accepté d'accueillir les Sud-Africains chez eux. Mais évidemment, où vont-ils partir? Seront-ils tous au même endroit? Absolument pas. Les Sud-Africains seront à Alabama, en Californie, à Idaho, au Michigan, au Minnesota, à Montana, à New York, au Nevada, en Caroline du Nord et à Iowa. Parmi eux, évidemment, ceux qui ont des liens familiaux avec des Américains, c'est-à-dire soit des Sud-Africains blancs qui ont quitté l'Afrique du Sud il y a très longtemps pour se situer aux États-Unis d'Amérique, ils recevront de l'aide venant de leurs frères qui sont là-bas pour s'installer et continuer. Mais ceux qui n'ont pas d'aide, évidemment, seront aidés par le gouvernement américain. Facilité. Donc, vous parlez de facilitation. Vous partez en cascade. Ça, c'est partir foire. C'est ça, partir foire. Pas partir en cascade. Oh, on se cache un peu ici. Oh non, foire. Tu vas, on t'installe. Incroyable. De son retour au pouvoir, Trump a ordonné de réalignement du programme d'admission des réfugiés. Il y a un programme évidemment qu'on appelle le programme d'admission de réfugiés qui permet aux gens qui vivent dans des pays difficiles, dans des républiques bananières comme les vôtres, qui quittent votre gouvernement, qui persécutent les humains, qui tabassent les gens, qui massacrent des innocents. Vous pouvez venir aux États-Unis et par peur de rentrer chez vous, légalement, pour de vrai, il y a ce programme d'admission des réfugiés qui a été placé aux États-Unis, qui vous permet d'aller vivre aux États-Unis sans pour autant être refoulé.
Mais Trump, à son arrivée, suspendait ce programme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les États-Unis n'ont pas la capacité d'absorber un grand nombre de migrants et en particulier des réfugiés dans leur communauté d'une manière qui ne compromette pas la disponibilité des ressources pour les Américains qui protègent leur sécurité. En d'autres termes, les États-Unis n'ont pas les moyens de vous accueillir. Oh, je vais à Mbeng. Non, non, restez chez vous, allez améliorer là-bas. Si le président est là-bas depuis très longtemps, il faut chercher un moyen de le sortir. Ce n'est pas notre problème, c'est ça. Il dit les États-Unis n'ont pas les moyens. Il faut qu'ils restent chez eux. Arrivé à son pouvoir, le 20 janvier 2025, comme il avait promis, il a effectivement commencé un programme de renvoi massif des réfugiés. Il a signé l'annulation du programme d'admission de réfugiés qui avait été institué depuis très longtemps. Mais après ça, au mois de février, il fait un décret qui permet exclusivement aux Blancs sud-africains de partir aux États-Unis sans difficulté. Alors là, on dit quoi? C'est l'injustice? C'est le racisme? C'est le sélectisme ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? They only want white people here. Because when we think about refugees who need immediate resettlement, expedited screenings, we usually think about people who are fleeing extreme violence, persecution, famine, war in places like South Sudan, Myanmar, the Congo, not white Afrikaners. See that chartered plane the Trump administration is sending? It's not going to collect refugees that have been sitting in resettlement camps for years, fully vetted, waiting to come to the United States to escape violence. No, it's going to South Africa to collect white people who claim they're being discriminated against. Why would they be getting discriminated against? Probably because they spent generations instituting legalized forms of racial segregation and discrimination called apartheid, aka Stephen Miller's wet dream. See, while the rest of the world after World War II saw that maybe racial discrimination not such a hot idea and favored more policies of integration and away from colonization, Afrikaners doubled down on that shit and instituted apartheid. Although it ended over 30 years ago, the social and economic legacies of apartheid continue today. South Africa is the most unequal country in the entire world, according to the World Bank, with white South Africans earning over 12 times what black South Africans do. But don't worry, we're going to make sure that the white Afrikaners who instituted generations of discrimination and segregation against black people get everything they need to get started here in the United States in their new life. Alors, pour les Sud-Africains, un gestionnaire de dossier viendra les chercher à l'aéroport. Donc, quelqu'un va venir te chercher à l'aéroport pour vous conduire au logement qui vous est réservé. Ce logement pourrait être temporaire, comme un hôtel. Donc, tu peux partir à l'hôtel pendant un moment temporaire jusqu'à ce que l'organisation locale et vous trouviez un logement à long terme. Donc, tu arrives, on vient te chercher à l'aéroport, comme un petit chef, là. On te met à l'hôtel, on te soutient, tu as un peu d'argent, tu as à manger, tout le bazar, jusqu'à ce que l'organisation locale va avec toi pour aller chercher un logement permanent. Toi, tu vas te cacher là, comme ça. Oh, les amis, non, c'est pas comme ça. Numéro 1, vous êtes censé trouver rapidement un emploi. Donc, c'est de votre responsabilité de trouver un emploi en tant que Sud-Africain immigrant. Numéro 2, les adultes sont censés accepter les emplois de débutants dans les secteurs tels que l'entreposage, la production et le service client. Bon, il faut qu'on se le dise. L'entreposage, c'est pas trop un boulot où le service client, où vous trouvez beaucoup de blancs sud-africains. Si vous partez en Afrique du Sud, l'opposition de management, c'est généralement les blancs. D'ailleurs, des recherches disent que 67% du management de toutes les grandes entreprises sont blancs en Afrique du Sud. 67%. Pendant que les noirs, il y en a que 8%. Mais la population blanche en Afrique du Sud est moins de 10%. Donc, pour une population de moins de 10%, 67% des positions clés, CEO, CTO, management, tout ça, c'est des blancs. Bon, vous allez quitter ça pour partir dans un pays États-Unis où tout sera compétitif. Vous n'aurez pas ce privilège-là. Okay? Là-bas, il faudra être compétiteur. Voilà pourquoi on leur dit, il est de votre responsabilité, 1, de chercher un emploi. 2, il faut être prêt à avoir des emplois des débutants dans des secteurs tels que travail dans l'entrepôt, la production, les fermes, le service client. Sont-ils prêts à faire ce sacrifice? 3. Vous pouvez progresser vers des postes de niveau supérieur au fil du temps. Numéro 4. Les diplômes de votre pays d'origine ne sont pas automatiquement transférables aux États-Unis. Donc, il faut passer par des examens et tout le bazar. Voilà ce qui se passe. Donc, en gros, Donald Trump est arrivé au pouvoir. Il y avait une loi qui existait déjà depuis Jimmy Carter. Cette loi permettait à tous ceux qui sont généralement comme vous, vous fouillez chez vous, vous mentez, qu'on vous a suivi avec la machette. Oh, j'étais papa à la maison. Alors, on ne voulait pas que je sois papa, on voulait me tuer. Je suis parti au Canada ou aux États-Unis.
Voilà, tout ça. Les Américains te regardent, oh là là, c'est triste, c'est vraiment, ça t'est arrivé. Oui, même des pasteurs font ça. Oh, j'étais papa à la maison, ils pleurent. Ah, je suis vraiment désolé, on te cherche un groupe de personnes, on t'installe et tout le bazar. C'était un programme institué par Jimmy Carter. Beaucoup de personnes vivent aux États-Unis ne comprennent pas. OK? Quand il a commencé ce programme, c'était pour aider les gens de rester. C'est un programme officiel. Donald Trump, avant son arrivée, c'était ses points de vente, disant, dès que je serai au pouvoir, je vais canceller, annuler toutes ces histoires. Ils vont rentrer chez eux. I can say this, we will do large deportations from Springfield, Ohio. Large deportations. We're going to get these people out. We're bringing them back to Venezuela. Et effectivement, arrivé au pouvoir le 20 janvier, le premier jour dans son bureau, c'est le premier document qu'il a signé. Annuler tout ça. Oh, Syrie, Afghanistan, rentrez chez vous. Même ceux qui ont aidé les États-Unis à faire la guerre, qui étaient afghans contre leurs propres frères, ont été obligés, se voient obligés de rentrer chez eux. Ils vont maintenant subir les conséquences. Vous comprenez pourquoi il y a des gens à qui on ne fait pas confiance. Voilà. Maintenant, malgré tout ça, en exclusivité, il a signé un décret pour les Sud-Africains blancs, exclusivement. Et eux ne viennent pas par les voies arrière. On a charté un avion pour les emmener. On va les installer dans plusieurs États différents, conformément à leurs compétences. Est-ce que vous pensez que c'est juste? A-t-il le droit de le faire? Ou c'est carrément du racisme et de l'injustice? Et maintenant, on va au Mali. Au Mali, les amis, beaucoup de gens sont très furieux, beaucoup de gens sont mécontents dans les rues. Ils disent que lorsqu'Assimi Goïta a pris le pouvoir lors du coup d'État, la nation avait éclaté de joie. Voilà ce que les gens disent. Ils disent les promesses d'organiser des élections et de déstabiliser la région du pays en proie aux groupes armés étaient tentantes pour une nation assiégée. Donc les gens avaient beaucoup d'espoir pour Assimi Goïta. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raisons d'ordre public les activités des partis politiques sur toute l'étendue du territoire national. La mesure de suspension s'applique aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d'un caractère politique. Maintenant, ils sont très déçus de voir qu'ils sont sujets à une forme d'une nouvelle oppression. Pourquoi? Parce que premièrement, M. Assimi Goïta a décidé de suspendre les activités de tous les partis politiques au Mali. Écoutez ce monsieur. C'est un étonnement. C'est une forme d'indignation. Mais une chose est sûre, est-ce que cette situation intervient parce que le peuple malien, parce que la population malienne dans toute sa diversité a décidé de venir ce vendredi sur le boulevard de l'Indépendance pour dire non à la confiscation du pouvoir, pour dire oui à la démocratie, pour dire non à la dissolution programmée des partis politiques? Il continue en disant que près de 5 ans plus tard, Assimi Goïta paraît nier les promesses à plusieurs reprises. Ils disent que la situation sécuritaire ne s'est vraiment pas améliorée. Des violences, meurtres, parfois imputables aux forces gouvernementales. Là, je vous donne ce que les gens sont en train de dire. En tout cas, une partie de la population. On va essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. Est-ce que M. Assimi Goïta serait-il peut-être en train de devenir dictateur, malgré les idées qu'il avait au départ? On va voir. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Bamako, le poing levé en signe de protestation. Ces manifestations, une première visible contre l'armée, sont intervenues après que les responsables gouvernementaux ont proposé lors d'une conférence nationale la semaine dernière que Goïta dirige le pays jusqu'en 2030 et que les partis politiques soient dissous. Mercredi, le gouvernement a suspendu les partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Beaucoup de gens sont très en colère. Mais la prise est celle-ci. Est-il acceptable de suspendre les partis politiques temporairement pour garder l'intégrité de la sécurité de la nation? Je crois qu'il y avait un climat qui était un climat assez malsain qui commençait à se dessiner et qui nécessitait la prise d'une décision qui permette, comme on l'a dit, de ramener l'ordre dans le débat public et de permettre à chacun d'exprimer son point de vue en suivant la procédure qui est celle de l'adoption d'une nouvelle charte du multipartisme en République du Mali. D'après certaines personnes, la démocratie doit être éduquée. Et d'après ces mêmes personnes, c'est la raison pour laquelle Ibrahim Traoré a récemment dit que le Burkina Faso n'était pas une démocratie. Ce n'était pas une façon oppressive d'assujettir le peuple, mais une façon de dire que nous avons encore des problèmes beaucoup plus importants que la démocratie que vous cherchez. Et avant d'arriver dans cette démocratie, il faudrait trouver un moyen de résorber ces histoires. D'abord, pour pas que l'on retombe dans les mêmes pièges du passé. D'autres personnes pensent qu'en Ukraine, par exemple, à l'entrée de Poutine, le gouvernement ukrainien avait décidé de suspendre les partis politiques qui n'étaient pas tout à fait à 100% avec l'Ukraine pour l'intérêt national. La grande majorité des gens n'avaient pas trouvé ça comme une démarche de dictature contre la population, mais plutôt une façon de préserver l'intégrité sécuritaire du pays.
Alors si c'était acceptable avec l'Ukraine pour garder l'intégrité du pays, pour ne pas donner une voix à ceux qui sont pro-russes dans la population et éviter de créer la division, ne serait-ce pas peut-être la raison pour laquelle Assimi Goïta et son gouvernement décident de suspendre temporairement les partis politiques qui, d'après beaucoup de personnes, ne comprennent pas tout à fait les enjeux sur le plan militaire sur le terrain. Je vous rappelle encore ici que Ibrahim Traoré eut à envoyer des journalistes au front, des journalistes dissidents qui disaient qu'il n'y avait pas de guerre, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on estimait. J'ai vu le butin, ce qui a été saisi, on ne peut pas imaginer, bon, en tout cas, vous êtes tenté de sécher des choses ici, on ne peut pas imaginer que des gens soient dans la brousse là avec des choses comme ça. Ils gagnent ça tout leur temps. Et avec toute la gymnastique que vous faites, pour prendre, consolider, avancer, la joie des populations quand on vous voit revenir, vraiment c'est merveilleux. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous on attend et souvent ce qu'on voit. Est-ce la seule façon de convaincre ses compatriotes qu'à un moment donné, il faudrait prioriser ce qui est prioritaire d'abord? Alors, est-ce que ça veut essentiellement dire que M. Assimi Goïta n'a pas d'intention de rester au pouvoir plus longtemps? Absolument pas. Seul le temps nous dira. Mais à premier lieu, ce qu'il a présenté comme idée et comme justification semble plausible. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Assimi Goïta est-il en train progressivement d'aimer le pouvoir et de rester pour toujours? Ou bien il est en train de prendre une décision salutaire pour protéger le futur du Mali? God bless.